Hello à tous et bienvenue sur Rare, le podcast qui transforme ta différence en moteur de croissance. Je suis pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, je suis avec Carlotta. Hello, Salut Cani, comment merci de vas-tu? m'accueillir. Bah, Ça va avec très plaisir. bien. Ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir parmi nous, une autre podcasteuse pour une fois. Exactement, c'est trop bien d'être pour une fois de l'autre côté. J'ai pas l'habitude, donc je vais faire de mon mieux, mais je suis vraiment trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, plaisir partagé. Et c'est rigolo, tu vois, avec mes autres invités qui font de la création de contenu notamment, je leur dis, bah, moi c'est j'adore faire des podcasts, discuter avec des gens, mais je me vois pas de l'autre côté. Ouais, bah Poser des questions en continu, mais au bout d'un moment, je me dirais, oulala, purée. moi c'est l'inverse. Bah voilà, bah écoute, tu te prêtes au jeu. Exactement. Bah écoute, bienvenue à toi. Donc comme je te disais tout de suite, donc à chaque fois sur Rare, il y a tout le temps les cinq mêmes questions. Tu verras, il y en a qui sont plus loufoques que d'autres. Mais l'idée, c'est qu'on apprenne un petit peu à te connaître avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que t'es prête? Allons-y. C'est parti. Bah aujourd'hui, si tu devais te présenter à ta grand-mère de manière la plus simple possible, sans les grands mots, les jargons, etc., comment tu te présenterais aujourd'hui? À ma grand-mère, jamais cette question. Euh, je dirais que je suis quelqu'un de hyper joyeuse qui adore être avec d'autres personnes, de fédérer, d'être en nature aussi, et de vraiment passer des moments de qualité, que ce soit en famille avec ma grand-mère ou que ce soit aussi avec des amis. Mais pour moi, c'est vraiment hyper important. La connexion humaine, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en tout cas, de vraiment créer des choses et de pouvoir les partager ensuite. Et que ça crée un peu de la joie, euh, de la bonne humeur autour de moi. C'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien. Mhm. Et ton métier, du coup, tu lui expliquerais comment avec des mots simples? Alors, mon métier, je dirais que c'est de réussir à faire vendre des produits plus facilement, euh, et de donner envie aux gens de passer. Là, je travaille pour l'application Decathlon Outdoor, donc c'est une application de randonnée. Donc, je dirais que mon métier consiste à faire que davantage de personnes passent du temps en nature et à la montagne. J'adore. Je suis complètement alignée là-dessus et je pense qu'on en parlera plus profondément. Bah justement, tu as un petit peu commencé à répondre à cette question, mais qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu te réveilles justement et que tu ouvres ton ordinateur pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Et ben, aujourd'hui, moi, je suis vraiment ouais, passionnée par mon métier de product marketing. Je pense comme toi aussi, tu peux l'être avec ton métier de growth marketeuse. Euh, et moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est d'avoir un peu un projet qui presque qui part de zéro, qui est un peu à l'état de graine, et de vraiment pouvoir le faire grandir et d'avoir une équipe autour de moi qui m'accompagne là-dedans et de se dire bon bah voilà comment on passe d'un projet qui est petit ou qui presque n'existe pas ou même des idées et de vraiment les concrétiser, de les rendre réels et de voir après l'impact que ça peut avoir à la fois sur le projet et sur les personnes autour qui vont être impliquées dedans quoi. Hmm. Donc, tu as vraiment cette vision d'embarquer les gens qui sont Ouais, autour de toi autour d'une vision, d'un projet commun, quelque chose comme ça. ouais, exactement. Trop bien. Ah, j'ai hâte de cet épisode. On n'a pas commencé, mais bon, j'avoue que je trépigne d'impatience déjà. Est-ce que tu as des rituels au quotidien? Des choses que tu fais peut-être le matin avant de commencer le travail ou même dans la journée? Est-ce que tu as des choses où tu es obligé de le faire, entre guillemets, en dehors du travail pour bien fonctionner? Alors, bizarrement, enfin, j'ai pas trop de rituels. Je suis plutôt quelqu'un qui va peut-être avoir des rituels, mais genre, je sais pas, ça va peut-être durer un mois, puis après, je vais passer à autre chose. Parce que moi, ce qui m'anime, c'est un peu justement le changement, de pas être dans une routine. Donc là, en ce moment, mon rituel, c'est de prendre, enfin, c'est juste prendre un latte à la maison avec ma petite machine, et j'aime bien commencer la journée comme ça. Mais bon, dans 3 mois, peut-être que ce sera autre chose. Mais vraiment, moi, ce qui m'anime, enfin, en tout cas, ce qui me permet de créer un équilibre un peu au quotidien, c'est le sport. Et c'est de pratiquer du sport. Après, il n'y a pas un rituel d'en faire tous les matins ou tous les soirs.
C'est un peu à la semaine où je vais un peu faire mon emploi du temps par rapport à ce que je peux faire, à ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, il y a toujours ce pilier sport qui doit faire partie de mon quotidien pour que je me sente bien. J'adore cette réponse et il me semble que tu as bouclé un semi-marathon en plus cette année, si je ne dis pas n'importe Ouais, ouais, premier semi-marathon en plus en montagne, donc il y avait l'altitude et un peu de dénivelé, donc je me suis pas donné le challenge le plus facile. Mais ouais, enfin, typiquement, c'est ce genre de challenge, moi, qui m'anime grave. Vraiment, je suis éblouie. Enfin, j'en ai fait un en septembre de semi. Et moi, j'étais sur du plat, pour le coup. Donc, et pourtant, enfin, c'est un exercice qui est quand même difficile, quoi. Ouais, 21 km, j'imagine même pas en montagne. Pour un premier, franchement, c'est tout à ton honneur, hein. Bravo. bah merci, bah toi aussi, hein, franchement, peu importe la distance, en vrai, c'est un challenge. C'est quoi la dernière chose qui t'a fait rire, mais rire aux éclats? Tu t'en souviens? Rire aux éclats, bah écoute, c'était pas très longtemps, j'en ai pleuré, même j'en ai eu mal aux abdos. On a fait une réunion, enfin une journée d'équipe avant-hier, et du coup on allait au restaurant le soir et avec l'équipe et c'était juste passer voilà des moments ensemble au restaurant et des discussions qui font rire, hein. Voilà, voilà, je pourrais plus te dire exactement le sujet, mais voilà, c'était vraiment ce moment un peu d'émulsion où on n'est pas au travail, on crée justement ces liens hors professionnel, si je peux dire ça comme ça, et qu'il faut aussi qu'on découvre les gens un peu différemment, et c'est assez drôle. C'est tellement important au quotidien, en plus, enfin surtout quand on est toujours dans la vie d'entreprise, d'avoir ces moments off. Je trouve que Ouais. ça aide tellement dans les moments où tu es justement au travail avec tes collègues. Ah bah ouais, ouais, ça brise la glace en fait. Rien que de prendre un café, même si après l'objectif c'est pas d'être des meilleurs amis ou on peut juste s'entendre normalement, mais ça permet quand même beaucoup plus facilement de créer du lien, de juste écrire un message, de faire que les choses aillent plus vite. Ouais, ça change tout. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de rare aujourd'hui, selon toi? Ah, quelqu'un de rare. Mhm. Euh, et ben écoute, j'ai un peu réfléchi à la question parce que j'ai eu un peu le brief. Et Je ce veux que me je me préparer. dis, ouais, bon, pas trop non plus, mais quand même, j'y ai réfléchi. Tu vois, je me suis dit, bah, je pense être quelqu'un d'à la fois gentil, euh, empathique et ambitieuse. Ambitieuse, déterminée, ce qui fait de moi d'être une personne qui ose peut-être plus que d'autres personnes, qui va un peu, qui rentre pas toujours dans les rails. Un peu dans ma vie, que ce soit dans mon enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vraiment fait les choses comme tout le monde, exactement de la même manière. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui crée à la fois ma différenciation, le fait que les gens me connaissent différemment. Et c'est quelque chose que j'ai aussi envie de préserver, justement. Hmm. Je suis complètement raccord avec ça et ça me fait rire parce que, bon, pour ceux qui nous écoutent, nous on s'est rencontrés, je pense, en juin, si je dis pas Ouais, n'importe quoi. On s'est rencontrés à un événement où toi, tu étais en collaboration directe avec cet événement-là, où littéralement tu courais à droite à gauche, littéralement. Et quand enfin moi j'étais déjà dans la salle, lorsque toi tu es arrivé et qu'on s'est dit bonjour, moi je me suis sentie bien. Genre vraiment, Et pourtant je pense que comme je disais, tu devais courir à droite à gauche, tu avais pas mal de choses, je sais pas si tu étais stressée à ce moment-là quand tu es arrivé dans les locaux, mais ça ne s'est pas du tout senti. Et au contraire, vraiment, on s'est fait la bise et ensuite t'es parti juste après. Je me suis sentie bien, quoi. trop cool. Bah, après, enfin, je suis quelqu'un qui sent pas mal les gens. Enfin, Oui, je sais pas comment expliquer ce truc-là, mais les je vois. vibes que les personnes ont, tu vois, quand il y a quelqu'un qui est stressé qui est à côté de moi, je le sens directement. Mais Mm. vraiment, ce côté, comme tu as dit justement à l'instant, je l'ai senti vraiment. Ah bah trop bien, trop contente de l'entendre. Donc voilà, juste pour dire que je suis d'accord avec toi. La première question que je vais te poser justement pour qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est alors effectivement, tu fais du product marketing aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais expliquer de tes propres mots et ta vision vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique et comment toi tu apportes ta pierre à l'édifice là-dessus? Oui, je pense que le terme product marketing, ça peut être un peu un terme barbare ou qui peut paraître très théorique, notamment pour les personnes qui sont pas trop dans ce milieu-là, et notamment dans le milieu de la tech. Mais en fait, très simplement, le product marketing, ça consiste
à faire en sorte que le produit qu'on vend ou le service qu'on vend puisse trouver son marché. Et quand je dis trouver son marché, c'est que, comme je disais un peu au début, il soit vendable. Donc qu'on arrive, que si il y a des commerciaux ou puis il y a du marketing quand on est en B2C, le produit se vende et qu'il soit utilisé. Donc c'est pas juste le vendre, mais c'est aussi que dans la durée, il puisse être utilisé. Et ça, je le raccorde beaucoup à deux notions qui me paraissent assez tangibles, justement pour comprendre la valeur que peut avoir ce rôle-là dans les entreprises. C'est que souvent aujourd'hui on parle on peut croire que un bon produit peut tout faire, alors que si on a un très très bon produit sur le marché qui répond à un vrai besoin, qui est hyper cool, hyper sympa, etc., mais que personne ne connaît ou qui n'est pas compris, en fait ça va faire flop, même si on a le plus beau produit du monde. Et au contraire, on a beau avoir un produit qui est pas hyper, qui fonctionne pas top, tu vois, pas un super produit, mais que derrière on a une machine marketing ou commerciale incroyable. Du coup, on va en vendre énormément, et finalement, on va créer de la déception derrière si le produit ne répond pas à un besoin ou ou c'est pas les bonnes personnes qui l'ont acheté. Là aussi, ça va faire un flop. Donc en fait, le rôle et le métier de product marketing, c'est vraiment de créer le lien et d'unir les deux mondes du produit d'un côté qui est développé, construit, et de l'autre côté, la partie plus business, qui peut être le marketing, la partie commerciale qui va vendre et mettre le produit sur le marché. Voilà, c'est vraiment d'unir ces deux mondes pour s'assurer que derrière, le bon produit, on s'adresse aux bonnes personnes, à la bonne audience, on met en avant les bonnes caractéristiques, les bons bénéfices, on le met sur les bons marchés, sur les bons canaux d'acquisition, et que derrière, on fait en sorte qu'il soit utilisé dans la durée auprès des personnes qu'on aura acquéries dans un premier temps. Très clair. Et tu te souviens comment t'es tombée dedans? Est-ce que c'est par passion? Est-ce que c'est concours de circonstances? Toi, personnellement, comment t'es rentrée dans cet univers? Je pense que c'est pas trop un hasard finalement, dans le sens où moi j'ai fait une carrière un peu, une carrière où j'ai fait une prépa, j'ai fait après une école de commerce à Grenoble, et tout de suite je me suis orientée vers le marketing. Mais par contre, moi j'ai commencé dans le marketing de la grande consommation. Donc, je vendais des épilateurs, des tondeuses à barbe, des casseroles. Voilà, on était dans un autre univers, mais qui m'a permis de développer toutes ces bases-là du marketing, justement, dont je parlais tout à l'heure. Et après, ça a été vraiment pour moi une volonté de me rapprocher de la tech, enfin d'aller dans cet univers-là, parce que j'avais tout simplement envie de tester, d'aller dans une industrie où les cycles de développement sont aussi plus courts, où il y a plus d'agilité. Donc ouais, c'était plus, pas un hasard, vraiment une volonté de ma part d'aller là-dedans. Je comprends. Et il me semble que, alors, de tête, si je dis pas n'importe quoi, tu étais la toute première en plus product marketer de Decathlon Outdoor, si je dis pas n'importe quoi. Ouais. Quand toi t'es arrivé, est-ce que, et n'hésite pas à ne pas rentrer dans les détails, hein, est-ce qu'il y avait rien du tout quand tu es arrivé? Est-ce qu'il y avait déjà deux, trois petites choses qui avaient été façonnées? Dans quelle position tu étais lorsque tu as commencé ta fonction? Ouais, alors quand j'ai commencé, du coup, c'était il y a à peu près 3 ans. Il y avait pas grand-chose sur le product marketing. Après, c'est pas que ce soit une mauvaise chose. C'était normal, et c'est pour ça que j'ai été recrutée. Mais dans le sens où le projet Decathlon Outdoor, donc une application mobile qui permet de trouver sa randonnée, de pouvoir se faire guider. Il y avait du coup une équipe. C'était un peu c'est un peu une start-up au sein de Decathlon. Tu vois, donc vraiment une équipe où il y avait une équipe produit, tech, et équipe marketing aussi qui se constituait déjà avec toute la partie que tu connais, un peu du SEO, du paid, du CRM, etc. Et quand je suis arrivée, il y avait justement un peu un fossé entre les deux, entre les équipes produits qui développaient le produit, entre le marketing qui vendait, enfin voilà, faisait toutes les actions pour avoir des installs, etc. Et du coup, oui, je suis vraiment arrivée pour unifier un peu, créer du lien entre les deux équipes pour que justement on puisse vraiment définir en fait pourquoi Decathlon Outdoor existe sur le marché. Quels sont les arguments, quels sont les bénéfices à mettre en avant côté marketing pour que les gens aient envie d'installer cette application versus une autre. Et qu'est-ce qu'il faut que doit construire le produit
aussi, côté, enfin, tous les PM, etc., pour adresser le marché, adresser le bon marché par rapport à l'audience qu'on voulait aller chercher. Donc une audience pas tellement d'experts, mais plutôt une audience de mise à la pratique, voilà, de personnes qui veulent juste s'inspirer, passer du temps dehors sans pour autant se dire je vais faire un marathon ou je veux faire un trail de 52 km. C'est absolument pas ça l'objectif de cette app. Donc ouais, c'est ça qui a été cool et ce que je disais au début, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que voilà, je suis rentrée dedans et il y avait un peu tout à faire. Hmm. Ouais, donc tu avais vraiment un champ des possibles qui était Ouais. presque infini au final quand tu es arrivé. Ouais, ouais, un champ des possibles et surtout la confiance des équipes. Parce que souvent, quand un rôle comme celui-ci arrive, ça peut un peu faire peur aux équipes parce que on peut se dire, est-ce que on va un peu prendre enfin, moi, enfin, le PMM va prendre un peu le rôle du PM ou un peu le rôle du marketing. Euh, Tu vois, contrairement à d'autres personnes à qui j'ai entendu que voilà, ça peut arriver. Là, j'ai vraiment eu presque carte blanche et de dire, bah voilà, on t'a recruté, ça veut dire qu'on a besoin de toi, qu'on sait qu'on n'est pas parfait sur tout et que tu peux nous apporter justement ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a aussi permis de pouvoir développer tous les projets et de mettre en œuvre tout ce que j'ai pu faire jusque maintenant. Hmm. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que, typiquement, j'ai tourné un épisode avec une commerciale. Si tu veux, moi, dans mon job côté growth marketing, on a souvent un constat, c'est qu'il y a une fracture entre le marketing et le commerce, pour plein de raisons, hein, pour le coup. Mais vu que nous, enfin, en growth marketing, comme son nom l'indique, on a vraiment une dimension de croissance et business. Donc, on ne fait pas du marketing que du marketing, mais du marketing pour générer du chiffre d'affaires. Oui. Donc, cette fracture, on en voit beaucoup. Est-ce que tu vois, quand quelqu'un arrive en PMM ou autre chose, est-ce que tu vois parfois des fractures similaires entre le product et d'autres équipes peut-être dans ta fonction? Ben, en fait, oui, c'est vrai que il peut y en avoir quand le rôle, justement, il n'est pas bien défini ou que dès le début, on ne met pas le cadre sur qu'est-ce qui, euh, ouais, qu'est-ce qui peut être fait ou pas fait et quelles sont les priorités à adresser. Et du coup, il peut y avoir en effet un peu cette rupture de dire, en fait, c'est moi qui m'occupe de ce sujet-là, donc je vois pas pourquoi tu devrais venir et me parler de ça, je m'en occupe. Et là, tout l'enjeu, c'est de réussir à expliciter que, en fait, on est toujours mieux à deux cerveaux qu'à un seul, et que c'est pas parce qu'on peut, enfin, qu'on intervient sur un sujet qu'on devient honneur et responsable, et que du coup, on peut plus être à plusieurs à travailler dessus. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de vraiment bien rassurer et aussi expliciter le qui est responsable, qui à la fin prend la décision. Et il y a des sujets où c'est le PM qui est responsable, par exemple, de définir la roadmap produit, donc quelles sont les fonctionnalités qui vont être développées pendant les 6 prochains mois. Ça, moi, à aucun moment, je vais dire c'est moi qui vais décider, qui vais dire oui ou non. Mais par contre, je peux apporter une vision complémentaire pour l'aider à le faire. Et lui dire, voilà, moi, je fais des analyses utilisateurs, je parle aussi à des utilisateurs de l'application, à des non-utilisateurs. Voilà ce qui est remonté. Je te le donne, je te le partage. Et comme ça, toi, tu peux aussi faire mieux tes choix et on peut en parler ensemble. Hmm. Tu vois, donc, c'est un peu cette notion-là, je pense, qui est importante dès le début et qui, je pense, se fait pas par la théorie. Et peut-être que c'est aussi une des erreurs au début d'être très théorique, de dire, voilà, les slides, qui fait quoi, un hyperboracie avec un Excel avec 50 lignes. Et au final, c'est jamais vraiment fait. Moi, je suis plutôt partisane de on fait, et puis en fait, on voit sur le moment, quoi. Et puis les choses, elles se font assez naturellement après. J'adore cette vision de la théorie, c'est... Enfin, si je résume, la théorie c'est bien, mais faut avancer, grosso Ouais, modo. ouais, complètement. Ouais, Hmm. ouais. Faut avancer et la théorie seule, ça reste de la théorie. C'est comme une idée, quand elle reste à l'état d'idée, t'en fais rien. Donc là, c'est pareil. Souvent, ça mène un peu à de l'immobilisme et à se lancer la balle et à dire, ah bah non, c'est toi qui devais faire, ah non, c'est moi. Et du coup, c'est la balle au centre et personne la prend. Euh, Vaut mieux, moi, je trouve que les deux aillent la prendre et après se dire, ok, en fait, non, ah bah désolé, en fait, ouais, c'était plutôt toi.
me rappelle des souvenirs, des souvenirs un peu douloureux. Ouais, et franchement, c'est pas facile, hein. Même à chaque changement de poste, changement d'entreprise, c'est un peu, il faut un peu réinventer la roue, faut refaire, faut réonboarder. Et c'est pas que nous, on est mieux que les autres, parce qu'en fait, ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai que ça prend énormément d'énergie et il faut aussi réussir à s'adapter. Et c'est pas parce qu'on l'a fait d'une manière à un moment donné avec une certaine équipe, avec une certaine entreprise, que ça va être la même chose dans une autre expérience. Et je pense que tout là est l'enjeu, c'est de réussir à prendre du recul, à se dire, OK, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce que moi j'aimerais réussir à refaire parce que ça a marché, mais de se dire, ça ne sera pas du copier-coller et il faut avant tout que j'écoute et que je comprenne le contexte du nouvel endroit où je vais pour me dire, OK, c'est réaliste, c'est pas réaliste, je propose pas, peut-être je le ferai, mais c'est pas le bon moment. Donc il y a plein de choses qui viennent après pour que ce soit le bon timing et que ça vienne au bon moment. Mm. J'aime beaucoup ce que tu dis dans le sens où je pense que c'est là-dedans où nos deux métiers, même si c'est pas les mêmes métiers du tout, mais sont assez similaires dans le sens où on dit souvent dans le growth marketing, on a un gros travail d'évangélisation à faire parce qu'au final, nous, on a énormément, enfin, on fait du growth marketing, mais au final, quand tu regardes dans notre job, il y a énormément de jobs qui sont dans notre job au final. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, cette visibilité et ce côté où on va, la roadmap, le qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, on le fait tous les jours, littéralement. Tous les jours pour faire comprendre aux gens déjà la valeur de notre travail et surtout dire notre travail, si on le met en place, il y aura ce résultat. Mais au final, quand je t'entends, j'ai vraiment l'impression qu'au final, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est dans un autre scope de l'entreprise. Ouais, ouais, complètement. Et je trouve que c'est complexe dans le sens où, notamment dans la tech, il y a tellement d'évolutions rapides, notamment en marketing, un peu moins en product, mais tu vois, je faisais une interview il y a quelques temps avec une CMO qui me disait, en marketing, presque tous les 6 mois, il y a un nouveau métier au sein du growth, quoi. À un moment, il y a eu le paid, maintenant, c'est la partie plutôt avec l'IA et les LLM. Voilà, il y a des nouveaux experts de canaux d'acquisition à chaque fois. Donc, à chaque fois, il faut un peu faut se réinventer. Et je pense que c'est là l'enjeu, c'est qu'en fait, perpétuellement, on remet en cause nos métiers, nos scopes, nos priorités par rapport à l'évolution du marché. Mm. C'est littéralement l'histoire de ma vie, ce que tu dis. Littéralement. Tu vois, quand je bossais du coup au début de ma carrière dans la grande conso, tu vois, j'étais dans une entreprise comme enfin le groupe SEB qui est comme des entreprises comme Unilever ou Procter Gamble où en fait il n'y a pas vraiment de remise en question des métiers parce que c'est quelque chose qui existe depuis des années et des années et il y a moins d'évolution du rôle par rapport que ce soit mon rôle de product marketing ou les autres rôles. C'est moins, ouais, c'est moins dynamique, on va dire, que ce qu'on peut vivre côté tech. Mm. Complètement. Et justement, alors, on n'a pas que ça en point commun. On a aussi le fait d'avoir toutes les deux effectivement une plateforme et un podcast. Toi d'abord, avant le mien. Euh, et donc, du coup, tu as créé Product Marketing Stories, où justement, ton métier, tu en fais une plateforme où littéralement, tu as plusieurs products qui viennent parler, etc. Est-ce que tu peux nous parler de justement qu'est-ce que tu as constaté, enfin, quel était le mood entre guillemets dans lequel tu étais lorsque tu as lancé ton podcast? Ouais, carrément. Du coup, j'ai lancé le podcast, le média de manière générale, parce que maintenant, c'est aussi une newsletter et c'est aussi beaucoup de prises de parole sur LinkedIn. Il y a 2 ans et demi à peu près. Donc un peu après que que je rentre et que je travaille chez Decathlon. Et en fait, le mood, c'était vraiment, je veux créer quelque chose que j'ai pas eu la chance d'avoir quand je me suis lancée dans la tech et où quand je suis arrivée, du coup, ma transition a été un peu brute dans le sens où je suis passée du B2C, grande conso, à une fintech en B2B. Je t'avoue que j'ai un peu pris peur et je me suis dit, oula, je vais jamais réussir à, à, à bosser et puis à être pertinente dans mon taf, alors que en soi, le nom, c'est le même, Product Marketing Manager. Et du coup, quand je me suis lancée enfin, quand j'ai fait cette transition-là, de basculer du B2C, de la grande conso vers le monde de la tech en product marketing,
j'avais grandement besoin de ressources pour me former, pour me sentir à l'aise dans ce nouveau métier, dans cette nouvelle industrie. Et en fait, je trouvais pas vraiment ce que je voulais. C'était énormément de contenu qui venait des US, énormément de contenu un peu de top VP, etc. Mais du coup, qui n'était pas à mon niveau sur mes problèmes du quotidien, où j'avais vraiment besoin de me sentir moins seule. Et, euh, et en fait, l'idée a émergé de là, de me dire, peut-être que j'écoutais énormément de podcasts aussi, donc j'adorais ce format. Et je m'étais dit, écoute, mon rêve, en vrai, plus tard, quand je serai grande, je le ferai. Là, c'était mon rêve plus tard, c'est de lancer un podcast. Mais bon, c'était vraiment l'idée, enfin, une idée que je m'étais dit comme ça, quoi. Et puis après, j'ai changé d'entreprise, je suis allée chez Decathlon. Et là, j'ai senti que j'étais plus à l'aise, en fait, tout simplement. Plus en confiance. Et quand on est plus en confiance, on ose plus de choses. Et je me suis dit, écoute, là, c'est le bon moment. J'avais commencé déjà à écrire sur LinkedIn, donc j'avais commencé à créer une petite communauté de product marketeurs. Et du coup, je me suis dit, écoute, c'est le moment de me lancer, de le faire maintenant, parce que j'ai aussi envie de créer quelque chose qui soit, qui soit à moi et qui me permette aussi de pas uniquement me représenter par rapport à mon métier ou à l'entreprise avec laquelle je travaille, mais vraiment de pouvoir créer un peu un asset qui m'appartient à 100%. Et donc, c'était vraiment dans ce mindset-là où je me suis dit, je crée quelque chose dans la durée, je crée quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté ma carrière dans la tech en PMM. Et, euh, et je crée quelque chose qui me permet, comme je disais au début, d'échanger, de partager et de faire progresser un peu toute la communauté tech, product marketing en France. C'est beau. Et justement, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas spécialement, c'est quoi la posture que tu as décidé d'avoir en tant que hôte de podcast? Parce que, tu vois, typiquement, sur Rare, moi, je m'efface volontairement. Et c'est un choix. C'est que moi, je présente des personnes rares, littéralement. Donc, je veux vraiment me mettre en valeur, ou en tout cas, j'essaye. Je sais pas si le challenge est réussi, mais je m'efface volontairement, sauf si, forcément, il y a des choses sur lesquelles je peux rebondir pour mettre en valeur mon invité et qui nous parle vraiment de son expérience de vie, etc. Mm. Euh, Toi, vis-à-vis des personnes que tu invites également, est-ce que tu as une posture similaire, différente? Et est-ce que tu y as pensé, justement, quand tu l'as lancé, à cette Ouais. posture? Euh, oui, 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 j'y ai pensé. Et en vrai, tu vois, le process de créer, je sais pas toi combien de temps ça t'a pris entre l'idée et la mise en pratique. Six Mais mois. voilà, exactement. Six Donc mois. en fait, tout ce processus, en fait, après coup, quand on le lance, enfin, tu vois, on le conscientise plus trop et ça paraît hyper naturel. Mais en vrai, c'est naturel aussi parce qu'on l'a préparé en amont et qu'on l'a énormément réfléchi. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé, tu vois, notamment je suivais beaucoup, enfin je le suis encore beaucoup Maud Alavès par exemple, qui donne beaucoup un peu de framework, de façon de réfléchir à comment faire du personal branding et du coup ça correspondait parfaitement. Et, euh, et du coup moi la posture c'est un peu comme la tienne honnêtement. J'ai fait ce podcast notamment pour partager et pour créer un endroit où des personnes expertes sur le métier du product marketing ou qui y sont proches puissent s'exprimer et puissent justement partager des bonnes pratiques, des manières de penser, des problématiques pour alimenter la communauté, qu'on se sente tous un peu moins seuls et que même à distance on dise ah bah ouais je me reconnais là-dedans et je suis pas seule, un. Et deux, j'ai des pistes claires sur comment, du coup, dans mon quotidien, je peux appliquer certaines des idées qui sont proposées. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire parler la personne, donc comme toi. Uniquement, mon rôle, c'est uniquement de poser des questions, de rebondir, de voir là où je sens que ça peut intéresser ou que moi, ça m'intéresse. Et si je me dis que ça m'intéresse, ça intéressera potentiellement tout le monde. Et du coup, de vraiment faire en sorte que, comme toi tu le fais, les personnes se sentent à l'aise pour partager ouvertement ce qu'elles ont à dire et que ce soit le plus fluide et agréable possible. Hmm. Tu te souviens de ton premier épisode? Comment ça s'est Ouais. passé? J'étais hyper stressée. J'avais tout préparé, j'avais le script de tout. Euh, et tu vois, ma première saison, c'est qu'avec des personnes que je connaissais déjà, Hmm. pour être à l'aise. Du coup, mon premier épisode, c'était avec une fille avec qui que j'avais connue de LinkedIn, mais avec qui on avait fait déjà des calls avant.
avec qui je me sentais hyper en confiance. Pour elle aussi, c'était son première interview, donc on était un peu toutes les deux novices, chacune de son côté. Et du coup, bon, ça s'est très bien passé. C'est un des épisodes encore aujourd'hui le plus écouté, donc c'est drôle. Euh, et, euh, et ouais, c'était du coup, j'avais énormément préparé. Avec le temps, on prépare de moins en moins. Enfin, on prépare tout autant les questions, la trame, etc. Mais tu vois, moi, j'avais préparé mon intro, les phrases de transition entre les questions. Non, j'étais un peu allée un peu loin. Ça a duré quelques épisodes, mais maintenant, ça va. Je me sens un peu plus à l'aise. Ça me fait rire ta réponse parce que mon premier épisode, ce qui est rigolo, c'est que mon premier épisode n'est toujours pas sorti. C'est vrai? Ouais, il sortira la semaine prochaine. Bon, pour ceux qui nous écoutent, il sera déjà sorti depuis une belle lurette. C'est avec mon invité qui s'appelle Jérémy François. Et en fait, bon, moi, de nature, je suis pas quelqu'un de timide, mais en fait, effectivement, c'est un exercice qui est quand même très particulier. Je pense que tu es d'accord avec moi, le podcast. Et ce qui est rigolo, c'est que Jérémy François, lui, il est podcasteur, pour le coup. Donc, j'étais en face de quelqu'un qui Mhm. connaît l'exercice, qui est à l'aise, etc., versus une newbie qui était moi. Ouais. Et c'est vrai qu'en termes de... Alors, je suis en plein montage, alors on parle, mais c'est vrai que quand je revois l'épisode, je me suis dit, oh, purée, Il y a une évolution. voilà, ça n'a rien à voir, c'est clair. Entre le premier épisode et là, la discussion que j'ai avec toi, vraiment en termes de posture. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté du podcast, hein, c'est que Ouais. vu que tu apprends aussi en continu avec tes Mm. invités, bah, même naturellement, et je pense que toi aussi tu le fais naturellement, c'est que parfois tu lis aussi des épisodes d'entre eux à l'oral, tu rebondis Exactement. sur certaines choses, et puis c'est ça qui fait la beauté de l'exercice. Ouais, 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 100%. Et je me souviens aussi, ce que j'avais fait pour un peu me calmer, déstresser, c'est que je m'étais amusée à écouter les premiers épisodes des podcasts hyper connus aujourd'hui qui ont genre 500 épisodes, etc. Et du coup, en écoutant ces premiers épisodes de ces gens qui, à l'époque, il y a peut-être 4 5 ans, étaient pas connus, c'était un peu fait bah, comme je le faisais moi à mon stade de développement du podcast, bah, je me suis dit, ok, en fait, tout le monde est humain. Les premiers épisodes, c'est comme la première crêpe. Elle n'est jamais parfaite. Et donc, c'est le process, quoi. Et c'est pour tout pareil. Je mettrai ça dans le post LinkedIn pour voir ce podcast. Le premier épisode, c'est comme la première crêpe. Je pense que tout le monde comprendra. Ouais, c'est une bonne illustration. Bah, justement, moi, enfin, et si tu veux bien en parler, bien sûr. euh, donc, effectivement, on a des postures qui sont très similaires, une manière d'aborder les choses très, très similaire. Et je vais te piquer l'idée de regarder les premiers épisodes de certains podcasts. Je pense que ce serait intéressant. Mais au final, nous deux, on a aussi des positions qui sont complètement différentes, dans le sens où moi, je suis à mon compte, forcément. Donc, les 24 heures que j'ai dans une journée, je les maîtrise à peu près à 100%. Mm, Toi, tu as une position qui est complètement différente avec un job, des horaires, des réunions, enfin, un cadre qui est très différent. Est-ce que quand tu as démarré, tu as trouvé cet équilibre-là entre ta création personnelle et ton job? Et aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que ça roule un petit peu mieux. Mais lorsque tu as lancé, est-ce que cet équilibre-là, il a pris du temps à se mettre en scène? Si tu veux mm. nous en parler peut-être? Ouais. Et ben écoute, tu sais quoi? J'ai toujours pas trouvé l'équilibre. Et en vrai, j'ai abandonné l'idée de le trouver. C'est une quête impossible. Et en vrai, je pense que c'est en acceptant que tout se passe mieux. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve qu'il y a un peu toujours eu cette volonté de se dire, il y a un équilibre déjà vie pro, vie perso. Il faut voilà, avoir des horaires où après tu peux faire, avoir une vie sociale, faire du sport, etc. Euh, mais la réalité, notamment avec moi, mon podcast, mon média que je crée en effet en parallèle de mon métier de salarié à 100%, et j'ai énormément aussi la chance d'avoir bah, du coup Decathlon euh, qui est un soutien dans le sens où il me laisse le faire, il promeut aussi mon travail en interne, en externe. On a pu faire des collaborations aussi hyper sympas. Donc ça aussi, je pense que c'est un facteur clé de succès. Euh, mais l'équilibre, en fait, je l'ai pas dans le sens où, tu vois, comme je te disais, j'ai pas une routine en particulier. Mes semaines, elles sont différentes chaque semaine. J'ai un peu la chance, on va dire, d'avoir pas mal de déplacements à faire dans le cadre du travail. Et typiquement, j'utilise beaucoup les heures dans le train, par exemple, pour faire ma création de contenu, par exemple. Hmm. C'est des moments où je sais que je peux être concentrée à 100% là-dessus. Donc c'est plutôt
pas tellement un équilibre, mais trouver les bons moments et pouvoir. Moi, je fonctionne à la semaine et en fait, je regarde le dimanche, enfin le week-end, je me dis, ok, voilà ce que j'ai à faire cette semaine, que ce soit côté professionnel et après sur le podcast, qu'est-ce que j'ai à faire. Et puis, je m'organise un peu, enfin, vraiment honnêtement, au jour le jour. Et à un moment, je me disais, mais c'est pas normal, tout le monde fait du batching, faudrait que j'arrive à programmer mes posts un mois à l'avance, comme ça après je suis tranquille. Et en fait, juste, j'y arrive pas. Et en fait, c'est pas ma manière de faire. Et du coup, j'ai abandonné l'idée de devoir le faire. Ça me mettait plus en stress de me dire, il faut que j'anticipe, que je batch des épisodes, etc., que de me dire, bah, en fait, tu fais comme tu peux, et puis ce sera pas parfait. Ce que je fais par contre, c'est d'anticiper les enregistrements, comme ce qu'on fait là. Tu vois, là, on est en début novembre et j'avais enregistré tous les épisodes de toute ma saison jusqu'à décembre, déjà depuis l'été. Donc, ce qui me donne du temps. Je travaille avec une freelance aussi pour le montage, c'est pas moi qui le fais, pour cette partie-là. Mais après, le reste, tu vois, mon épisode qui doit sortir jeudi prochain, il est toujours pas prêt sur Ocha et tout, quoi. Je vais le faire, je ne sais pas quand encore, mais il sera là jeudi, je le sais. Après quand, je ne sais pas exactement encore. C'est c'est rigolo parce que, en fait, tu m'as dit ça, tu m'as rappelé que j'avais encore un montage à faire là, pour qui arrive vendredi prochain de mon côté. Mais c'est très honnête de ta part et je te remercie pour ta transparence là-dessus parce que, effectivement, et j'ai eu le retour d'un de mes auditeurs, quand quand t'es pas dans la machinerie, t'as l'impression de l'extérieur que c'est très naturel. Tu sais que tout est planifié, tout est carré, tout est millimétré. Alors que moi, c'est la guerre, hein, vraiment. Et pourtant, encore une fois, mon temps, je le maîtrise, mais Mm. c'est pas mon activité principale. J'ai mes clients, j'ai enfin tout ce Ouais. que je dois faire à côté. Toi, c'est autre chose, mais de manière très égoïste, ça me fait du bien d'entendre ça. Bah oui, et comme tu dis, tu vois, moi, un truc qui justement m'a bloqué dans le fait de rentrer vraiment dans un rituel ou dans un peu une manière robotique de le faire, c'est que j'ai essayé de le faire l'année dernière, enfin, peut-être les 6 derniers mois, je sais plus quand exactement, mais en fait, du coup, j'ai senti que le podcast, je prenais moins de plaisir à le faire parce que justement, je le robotisais un peu et je perdais du plaisir dans le process. Et je me suis dit, c'est mon projet, c'est un truc que je fais en plus. Si j'y prends plus plaisir, j'arrête, ça ne sert à rien de continuer. Donc, je trouve que le plus important, c'est vraiment de trouver la manière qui te convient à toi dans le process pour que ça continue dans la durée. Et moi, mon objectif avec le podcast, c'est qu'il dure le plus longtemps possible. Et pour qu'il dure le plus longtemps possible, c'est que je kiffe quand je le fais, chaque étape, que je puisse déléguer quand je peux. Donc, typiquement, je délègue une partie tout le montage, je le délègue. J'ai une copine qui m'a fait toute la partie DA pour la vignette, voilà, tout le branding du podcast. C'est pas moi qui l'ai inventé, moi je donne des idées. Mais c'est aussi se faire accompagner, pas se dire c'est un truc, c'est mon projet, je suis toute seule. Non, il faut aussi se faire accompagner des bonnes personnes, de ses amis, voilà, prendre à droite à gauche tout ce qu'on peut pour que ça fonctionne. Et puis après, je trouve qu'il y a aussi une notion on dit souvent, bah, j'ai pas le temps, donc je le fais pas. Je trouve que c'est plutôt une notion de trouver le temps. Et si on a vraiment envie de le faire, moi, je pourrais ne pas avoir le temps de le faire. Pour autant, je trouve le temps quand je peux pour le faire. Et quand je le trouve, bah, je sais que ce sera fait. C'est juste quel moment pour faire toutes les différentes étapes, essayer d'optimiser les étapes au fur et à mesure sans pour autant que ça devienne un truc hyper, hyper processisé pour être à la recherche de l'efficacité et de l'efficience avant tout, quoi. Ah, tu prêches une convaincue, je suis complètement. Tu as commencé à répondre un peu à cette question, mais lorsque tu l'as lancé, donc tu as dit que tu l'as lancé un petit peu après que tu aies rejoint ta boîte actuelle, comment ça a été perçu lorsque tu as des personnes de ta boîte, que ce soit ta direction ou même tes collègues hein, que tu croises au quotidien, qui ont vu que tu commençais un peu la création de contenu, etc. Est-ce qu'ils t'ont donné des conseils? Est-ce qu'ils t'ont posé des questions? C'était quoi un peu la position de toutes ces personnes-là? Plutôt positive. Après, tu vois, typiquement, tous mes managers étaient au courant. Enfin, j'ai pas lancé le podcast dans leur dos. J'ai prévenu avant et j'ai demandé est-ce que c'est OK quand même. C'est une activité en plus.
après que je fais pas pendant mes heures de boulot, donc c'est deux choses différentes, mais bon, c'est quand même important. Et du coup, bah, ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai validé avec eux et eux étaient hyper positifs parce qu'en fait, c'est aussi, ça fait aussi gagner en visibilité pour tout le monde, pour moi, pour l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment du gagnant-gagnant finalement, un peu indirectement. Et après, mes collègues, en fait, avant de lancer le podcast, j'étais déjà présente sur LinkedIn, j'écrivais déjà voilà, des posts sur le product marketing. Donc là, j'ai ajouté une brique. Mais du coup, c'était pas je sors du bois et je faisais rien et d'un coup, j'existe et j'apparais. Donc, c'était plutôt enfin, un peu de la surprise sur le podcast et beaucoup de, comment dire, ouais, un peu de la reconnaissance de dire bah bravo, tu fais ça, c'est trop bien, continue. Donc, ouais, hyper positif. Est-ce que tu as eu... Alors, peut-être que c'est moi qui vais trop loin et tu me diras si c'est complètement faux. Est-ce que tu as senti que depuis que tu as mis en place cette plateforme-là, qui est la tienne, comme tu as dit, c'est ton bébé à toi, est-ce que tu as senti que tu avais un regard un petit peu plus peut-être professionnel par rapport à ton métier au quotidien? Peut-être plus de légitimité, plus d'assises, enfin, je ne pourrais pas l'expliquer plus que ça, mais voilà, qu'on te dise, bon bah, elle est plus légitime à faire certaines choses, on va peut-être lui rajouter d'autres missions, d'autres choses à ce sujet. Est-ce que tu as eu cette sensation ou absolument pas? Bah, je pense que j'ai eu la... En fait, peut-être pas de genre de la légitimité de faire plus de choses, mais de la légitimité au global. Enfin, ça donne un peu, tu vois, une aura que même moi je contrôle pas. Que des fois je me dis c'est too much. Enfin, je suis un humain comme tout le monde. Genre, ça met presque un peu de pression de se dire je suis pas non. Enfin, je fais des interviews, donc en vrai, comme tu dis, je pose des questions. C'est pas moi qui donne toutes les connaissances. Donc, des fois, c'est un peu, ça me met un peu la pression. Mais c'est vrai que du coup, de la visibilité, enfin, j'ai de la visibilité grâce à tout ce que je produis et à tout ce que je mets en avant. Et du coup, par essence, du coup, ça facilite le lien. Tu vois, Carlotta, product marketing, tout le monde, beaucoup de personnes me connaissent grâce à ça. Donc, ça crée, je dirais, de la crédibilité. Et peut-être dans un inconscient, bah, c'est plus facile pour moi de parler, de rentrer sur certains sujets, de parler du métier, parce que j'ai déjà un peu le tampon, on va dire, de par toute la création de contenu que je crée. Ok, je comprends. Et justement, si on rentre un petit peu là-dedans, je sais que toi, en termes de vision, et c'est ce que tu disais juste avant, tu as la vision de, voilà, mon produit, je veux le rendre désirable, sexy, si on peut l'appeler comme ça, et faire en sorte qu'il y ait un impact business, enfin un impact un peu plus lointain que juste, bah, mon produit, il existe, il faut qu'il soit visible, comme tu l'as très bien dit. Est-ce que c'est peut-être une ligne directrice que tu as vis-à-vis de ton podcast ou tu as une ligne qui va plutôt être sur la spécialisation de l'invité que tu invites? Est-ce que ça va plus être du coup ta vision qui va se refléter ou plutôt des tranches de vie ou des moments que tu partages avec les spécialistes en fait que tu invites? Hmm. Peut-être plus la première, même si je pense que les deux sont pas incompatibles. Euh, mais mon objectif avec le podcast, c'est vraiment, en une phrase, rendre compréhensible le product marketing et faire en sorte que il soit compris, que ce soit les PMM puissent grandir, évoluer en s'inspirant des meilleurs et que les entreprises, plutôt les leaders, CMO, CPO, CEO, tous les acronymes qu'on veut, eux comprennent la valeur du product marketing et se disent, OK, il y a un sens par rapport à mon besoin, mon contexte actuel et du coup, bah, je veux ce métier, je veux ce rôle aussi avec moi. Donc, vu que ça, c'est ma vision, par essence, je vais interviewer les personnes par rapport à ça. Euh, et donc, dans mon podcast, il n'est pas personnel, dans le sens où je raconte pas, enfin, je demande pas aux personnes de raconter leur vie. Plutôt, si c'est leur vie professionnelle. Mais après, c'est plutôt de mettre en avant certains aspects de leur métier, des victoires qu'ils ont eues, des sujets plus complexes à gérer, comment ils l'ont fait sur un projet en particulier ou sur la vision, eux, qu'ils ont du product marketing, par exemple, pour prendre un peu de recul. Hmm.
Et toi, en tant que personne, justement, enfin, tu disais que lorsque tu l'as lancé, bah toi, ton besoin, enfin, tu cherchais une plateforme, en fait, littéralement, sur laquelle tu pourrais t'instruire, etc., monter en compétences. Donc, bah, tu l'as créé, du coup, entre la Carlotta qui a lancé le podcast et la Carlotta de maintenant, entre ce que tu as appris de tes invités versus ce que tu as appris sur le terrain dans ton job. Selon toi, qu'est-ce qui t'a fait le plus monter en compétences? Et puis là, je pense que je peux pas dissocier les deux en vrai. Ouais, les deux sont complémentaires, selon toi. Ouais, je pense que en fait, je pense que c'est hyper inconscient tous les interviews que j'ai eues. Tu vois, comme toi, je pense que tu les écoutes, tu les réécoutes parce que le montage, je supprime ça, je rajoute ça, il faut que je fasse mon post LinkedIn, donc je le réécoute. Enfin, voilà. Donc en fait, ça s'est tellement imprégné, tous les interviews se sont imprégnés en moi que je pense que de par, presque sans faire exprès, et je pense sans forcément m'en rendre compte, parce que des fois, je me souviens même pas de tous les interviews et tous les messages, évidemment, mais je l'ai intégré dans mon quotidien et dans ma façon de penser, dans la façon d'aborder certains sujets par rapport aux problématiques tu vois, j'ai eu des sujets dernièrement de lancer des Décathlon d'or à l'international. Donc, comment tu gères ça? Comment tu lances un nouveau pays? Quel pays tu choisis de lancer? Quelle est la stratégie de mise sur le marché que tu mets en place? Bah, en fait, voilà, j'ai énormément pris des choses que j'ai eues de par les interviews que j'ai fait, de par d'autres littératures que j'ai pu avoir, parce qu'il n'y a pas que mon podcast non plus sur le blog marketing. Et tout ça, bah, je l'ai mis en œuvre après dans mon quotidien et que j'ai adapté par rapport au contexte, quoi. Mm. Je suis hyper d'accord avec toi dans le sens où bon, moi, mon podcast est relativement nouveau par rapport au tien. Il existe depuis avril 2025. Mais je sens que, bon, moi, j'interroge aussi sur des thématiques growth, mais aussi sur des thématiques de posture, de comment tu es, etc. Et personnellement, je trouve que je me mets moins la pression et que j'ai plus de champs des possibles depuis que je l'ai lancé. En fait, typiquement, tu vois, en début de podcast, toi, tu disais, bah, moi, j'ai pas spécialement de routine. J'en ai eu d'autres qui disaient, j'ai pas de routine aussi au quotidien, versus d'autres personnes qui disaient, bah, moi, je me réveille à 5 heures du mat, je fais ça, 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 ça avant de Mm. commencer le, euh, le travail. Mais de voir qu'au final, on est tous vraiment très unique au quotidien, mais au final, on est tous experts en fait dans quelque chose, fait que personnellement, et tu me diras peut-être si tu as le même ressenti, j'ai vraiment la sensation d'être une éponge via cette Ouais. plateforme-là. Au final, il n'y a pas une meilleure manière de faire, il y a des manières de faire pour des objectifs différents. Et ensuite, bah, c'est à toi de choper là où ça t'intéresse et là où tu es à l'aise au final. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et je rajouterais aussi que du coup, ça te donne aussi un peu de légitimité par rapport à ce que toi tu crois ou ce que tu veux partager. Et dire, bah, Mm. en fait, ça s'est fait ailleurs, je l'ai déjà entendu, donc j'invente pas. Je sais que ça existe. Et du coup, dans ta posture, ça permet aussi de dire, bah, en fait, je suis légitime, je sais que ce que je dis, c'est quelque chose qui est un peu théorisé, entre guillemets, ou en tout cas qui existe. Mm. Comment tu gères alors, moi, je te suis sur Instagram, ce qui est normal, forcément. Donc, moi, je vois beaucoup de communication sur du perso, de ton podcast, etc. Je sais pas si tu communiques aussi sur ce que vous faites côté Decathlon Outdoor. Est-ce que tu as... alors, tu vas me dire, j'ai pas d'équilibre. Mais est-ce que tu arrives quand même à pouvoir communiquer sur ce que tu fais dans ta boîte versus ce que tu fais par rapport à ton podcast? Et est-ce que les gens qui te suivent savent dissocier les deux? Bonne question. Je pense que tout le monde sait, en tout cas tous ceux qui me suivent, que j'ai mon travail et que j'ai mon podcast, donc la dissociation, je pense qu'elle est faite. Et après, dans mes posts LinkedIn, c'est vrai que j'essaye quand même de trouver un équilibre, enfin en tout cas de typiquement pas parler que du podcast parce que même moi, enfin, à un moment c'est aussi chiant et c'est barbant. Mais du coup, de parler un peu de ma vie perso, tu vois, quand je parle de mes trails ou après on va me dire que c'est pas Facebook, mais je trouve que pour moi, ça permet quand même de créer du lien, tu vois, de dire bah je suis pas je suis pas que hôte d'un podcast, je suis pas que salarié en product marketing, mais en fait j'ai aussi une vie
à côté. Et c'est aussi tout ce que je fais à côté qui fait que je suis comme ça au travail et que j'ai lancé un podcast. Et je trouve que c'est ça que j'aime bien partager sur LinkedIn. C'est un peu ce triptyque-là du podcast, de ma vie perso quand ça fait du sens et que c'est des choses que j'ai envie de partager. Le travail, enfin, en tout cas des projets de Decathlon Outdoor, typiquement quand on a ouvert dans différents pays, en Pologne, en Belgique, j'ai fait un post. Donc j'essaye aussi, et en vrai j'aimerais le faire un peu plus, mais aussi de partager mon expérience personnelle plus au côté du travail, quoi, entre guillemets. Je comprends. J'aimerais avoir un avis, ton avis sur quelque chose. Donc moi j'ai ma propre opinion, mais je vais pas te la dire. Voilà, c'est normal. J'aimerais avoir ton avis sur la création de contenu quand tu es dans une boîte. C'est-à-dire que toi, enfin tu nous l'as très bien expliqué, tu as mis ta plateforme en avant, mais ça venait de toi de base. Ouais. Il y a certaines entreprises aussi qui veulent que leurs employés deviennent leurs ambassadeurs aussi. Donc, qui leur demandent, bon, sans taper le bâton, voilà, c'est implicite, mais qui leur demandent d'être un peu ambassadeurs de leur société et qui créent du contenu autour de la boîte, si bien que, en fait, leur contenu n'est pas, enfin, avec de grosses pincettes, ce que je veux dire, bien sûr, mais n'est pas représentatif d'eux, mais plutôt de la boîte, plutôt des valeurs de la boîte. Dans X boîte, on fait ça, etc. Moi, personnellement, je suis convaincue qu'on doit faire de la création de contenu à notre échelle. Mais qu'est-ce que tu penses que ça vienne de quelqu'un d'autre, tu vois, créer du contenu pour moi, si je peux appeler ça comme ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que ça peut être fait autrement? C'est quoi ton avis là-dessus? Euh, je pense que si tu as envie de créer enfin, pour créer du contenu, il faut en avoir envie. Sinon, c'est hyper compliqué, tu vois, se mettre en avant, écrire. Enfin, c'est vraiment un exercice pas facile. Et moi, je me souviens de mes premiers posts, enfin, quand j'avais débuté mon premier post LinkedIn, je sais pas, j'avais dû mettre peut-être 1 heure avant de cliquer sur publier, quoi. J'étais en PLS. Et ça a mis du temps avant de passer. Et maintenant, bon, bah, c'est plus un sujet, quoi. Mais voilà, tu te mets en avant et tu as un peu l'impression de te mettre tout nu devant toute une scène et tu sais pas qui va voir, qui va regarder. On va dire, ah bah maintenant tu publies, tu te prends pour je sais pas qui. Alors que non, c'est pas ça l'objectif. Donc voilà, faut vraiment en avoir envie et se sentir en confiance aussi pour le faire. Mm. Euh, et du coup, pour en avoir envie, il faut parler des sujets sur lesquels on se sent à l'aise, justement. Et, et, et se mettre. Enfin, je trouve que les entreprises ont plus à gagner de dire, bah, écoute, toi, tu veux écrire sur LinkedIn, bah, vas-y, mais écris sur les sujets sur lesquels tu te sens à l'aise. Tu es responsable marketing, bah, parle de marketing, parle de ce que tu veux. Et en fait, indirectement, on voit l'entreprise, on voit Carlotta, PMM chez Decathlon. En fait, indirectement, ça fait ça montre et ça fait une aura au global. Et en fait, devenir un peu un commercial et une publicité de ton entreprise, bah, ça dessert complètement parce que les gens, ils sont pas là pour lire des publicités. Et donc, uniquement promouvoir ton produit, promouvoir directement ton entreprise, bah, les gens sont pas dupes et le voient tout de suite. Et donc, ça crée pas de connexion, ça crée pas de confiance, ça crée pas et même, je trouve que ça dessert un peu de la légitimité et ça fait un peu bizarre, quoi. T'as l'impression que c'est pas la personne qui écrit, que c'est pas réel. Et donc, ouais, moi, je suis plutôt partisan de, en effet, créer du contenu. C'est hyper positif d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel aussi, parce que ça t'ouvre énormément de portes, du réseau, de la visibilité dont on a besoin aujourd'hui, parce que bah, sinon, bah, on n'est pas visible et on est un peu comme tout le monde. Et quand on veut trouver un taf ou quand on veut avoir une promotion, bah, en fait, ça a un énorme impact de pouvoir créer du contenu. Mais du coup, il faut le faire de la façon dont on se sent à l'aise. Et à mon sens, l'entreprise doit être alignée là-dessus et se dire, bah, en fait, si je te laisse le faire, ta carte blanche, évidemment, tu vas pas tu vas pas critiquer l'entreprise avec laquelle tu travailles, tu vas pas voilà, faire des trucs chelous. Mais indirectement, bah, tu promeus. Et si tu promeus tes projets, tu promeus l'entreprise, quoi, en fait, finalement. Je suis d'accord avec toi à ce sujet. J'ai même eu une expérience là-dessus avec un de mes clients où
en fait, eux, une de leurs stratégies d'acquisition, c'était de passer par leur personnel pour parler de leurs produits, tu vois. Mm. Sans rentrer dans le détail de qui c'est, etc. Mais tu avais tous les comptes LinkedIn, enfin pas tous, la plupart des comptes LinkedIn de la société qui étaient plugués au CRM. Et dès qu'ils mettaient à jour quelque chose, enfin, ils faisaient un message qui dupliquait à X personnes qui avaient accepté de le faire. Si bien que, bah, comme tu l'as très bien dit, la communication elle n'est pas naturelle, c'est une communication qui est hyper standardisée aux Mm. standards de l'entreprise. Et donc, moi, quand j'étais arrivée qu'expert, je leur ai dit, c'est compliqué. Et quand j'avais commencé à creuser, parce que forcément, bah, nous, on doit se baser sur de la data hein, pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bien sûr. Quand j'avais commencé à creuser, j'avais vu plein de retours euh, clients, prospects, pas spécialement, mais en tout cas des personnes qui voyaient ces posts-là, qui disaient, bah, c'est marrant, j'ai vu le même post là-bas, j'ai vu le même, enfin, qui sentaient le manque d'authenticité. Mm. Et je me rappelle que lorsque je l'avais montré à ce client-là, il s'est mis, enfin, il a pris, entre guillemets, si je peux dire comme ça, une tarte dans la gueule, tu vois. Il s'est dit, ah, pour moi, c'était normal de faire de cette manière-là, mais au final, et je pense que c'était ton point aussi, c'est que si t'es pas authentique dans ce que tu proposes et dans ce que tu véhicules, au bout d'un moment, si ça se voit pas tout de suite, ça va se voir au bout d'un moment, selon moi, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Et aujourd'hui, les plus grosses, enfin les boîtes qui performent le mieux et qui font justement aussi de l'acquisition via de la création de contenu, bah, sont celles aussi qui ont compris que faut laisser les employés parler. Et eux sont experts de leur sujet, donc en fait, Mm. ils vont en parler naturellement et mieux que tout le monde. Et indirectement, bah oui, tu parles de ton entreprise, de ton projet, ou même quand t'en parles pas, ça fait aussi de la visibilité en fait. Mm. Est-ce que, de manière très humble, t'as donné envie à certains de tes collègues de faire de la création de contenu? Bonne question. Je sais pas si on m'a déjà dit, ouais, peut-être quelques personnes qui ont dû m'écrire, tu vois, sur LinkedIn en me disant, bah, euh, un peu grâce à toi, je me sens à l'aise, enfin, je me sens de communiquer sur LinkedIn, de prendre de la parole, ça me donne envie de partager aussi mon expérience. Donc, ouais, je pense que j'ai pu dédramatiser peut-être la situation pour quelques-uns et un peu faire un peu les pavés et pour que derrière plus de personnes puissent parler, prendre la parole. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah, moi, je suis hyper contente. Enfin, en vrai, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde et c'est cool de pas être seule non plus là-dedans. Tu vois, grâce à ça, j'ai connu plein de personnes qui sont devenues des amis sur le product marketing. Tu vois, des personnes avec qui on a un groupe un peu de copines où, du coup, maintenant, on fait des webinaires ensemble sur le sujet de product marketing. Donc, tu vois, en fait, on crée un peu une émulsion et ce qui fait aussi qu'en fait, du coup, on se dit d'un coup, ah bah, tout le monde en parle, c'est un peu un sujet trendy, etc. Mais au départ, bah, c'est juste quelques personnes indépendamment qui parlaient un peu chacun de son côté, et puis on se réunit, et d'un coup, bah, c'est plus fort, quoi. On entend plus, ça fait plus de sens, et du coup, tout le monde y gagne, et on se soutient aussi, et ça, c'est Mm. hyper sympa. Je suis vachement d'accord avec toi et j'ai eu ce retour-là. Bon, moi aussi, hein, très humble hein, quand je dis ça. J'ai eu ce retour-là très récemment de quelqu'un qui, voilà, qui s'est dit, bon, bah, en fait, c'est pas. Qui a un peu dédramatisé, qui s'est dit, en fait, c'est pas si dur que ça. Comme tu l'as très bien dit, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et surtout que les gens vont s'intéresser, je pense, parce que pour d'autres podcasts growth marketing, bah, il va y avoir des personnes qui vont plus fitter avec ma personnalité, ma manière de voir des choses. Pour un autre podcast, comme on parlait de posture tout à l'heure, avec une autre personne, un autre tone of voice, etc., il va fitter avec cette personne-là. Et au Mm. final, je trouve que c'est assez... Enfin, je trouve qu'on est tous complémentaires au final. Et je discutais avec une personne qui disait en plus, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand tu penses faire de la création de contenu, c'est intéressant de le faire. Il y avait une personne qui me disait que quand... Bon, cette personne est un peu cash, qui me disait lorsque tu as des connaissances, c'est un peu égoïste de les garder pour toi. Ouais. Elle a dit de cette manière-là, et je me rappelle quand elle l'avait dit, je me suis dit, c'est pas complètement faux. Bon, c'est dit de manière bizarre, mais c'est pas Mm. complètement faux non plus. Mais ouais, je suis complètement alignée avec toi là-dessus. Mm, mm. Justement, dans la même veine, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est dans une boîte comme toi
et qui voudrait peut-être lancer un podcast, lancer une newsletter, enfin n'importe quel support, et qui a peut-être peur par rapport à ce qu'elle pourrait produire, par rapport au jugement professionnel, ce serait quoi ton conseil? Premièrement, peut-être j'en ai plusieurs, peut-être par ordre. Sans prie. J'essaye de faire dans l'ordre. Déjà, je pense qu'il y a, tu vois, une prise de recul, de se dire si j'ai envie sur quoi j'ai envie d'écrire, sur quoi je me sens à l'aise, euh, et ce sur quoi j'ai du plaisir aussi à écrire, parler, peu importe le format, mais où je me dis, je pourrais en parler des heures, quoi. Donc déjà, je pense qu'il y a ce sujet-là. Euh, et après, une fois que ça, c'est au clair, je pense que quand on travaille en entreprise, et c'est vraiment ça le contexte initial, il y a toujours la pression de se dire qu'est-ce que vont penser mes collègues ou mon chef, etc. Donc, moi, mon conseil, c'est d'aller un peu droit au but, tu vois, déjà d'en parler à son manager. Moi, c'est ce que j'avais fait, de dire, bah voilà, j'ai cette idée, est-ce que c'est OK? Voilà un peu ce sur quoi j'aimerais parler, etc. Et déjà, tu vois, d'en parler ouvertement, surtout si on est à l'aise et qu'on est bien avec son N+1, bon, bah, voilà, ça permet de se dire déjà, là, je suis un peu couverte, entre guillemets, ce que je fais, il n'y a rien d'illégal, donc il n'y a pas de sujet. Et puis après, c'est un peu se constituer un peu une équipe autour de soi, tu vois, un peu des buddies, Mm. et de se dire, bah, soit t'embarques un collègue avec toi et tu dis, vas-y, bah, on se met un challenge et tous les deux, on y va. Et comme ça, on n'est pas tout seul. Soit c'est des gens qui écrivent déjà, ou même, enfin, qui créent déjà du contenu, ou des gens qui créent pas du contenu, mais où tu dis, bah voilà, je te fais lire ou je te fais écouter, dis-moi ce que t'en penses. Et comme ça, tu débunkes un peu avant de faire le grand pas. Moi, tu vois, là, je te dis les étapes, moi, sur lesquelles je suis passée. Et je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est au départ d'avoir trois, quatre copines, ma famille, mes parents. Au début, les likes, c'était ma mère, mes deux copines et moi-même. Il y avait 6 likes sur mes posts, quoi. Donc, c'était un peu la dèche. Mais bon, après, bah, petit à petit, tu vois, peut-être un autre conseil, c'est de se dire le premier, enfin, le début ne représente pas tout. Et donc, il faut accepter que au début, ce sera pas parfait. Et le plus longtemps on tarde à se lancer, le moins de probabilité pour qu'on le fasse finalement. Donc, j'aurais plutôt tendance à essayer de diminuer un maximum ce fameux time to market, de y aller, faire un premier truc. Si ça se trouve, personne va le lire. Bah, on s'en fout, tant mieux, parce qu'il sera pas parfait. Et puis après, itérer là-dessus, en fait. Et au fur et à mesure, faire grandir son média, peu importe que ce soit écrit sur LinkedIn, faire une newsletter, faire un podcast, peu importe. C'est là où on se sent le plus à l'aise. Et puis commencer petit à petit. Et de toute façon, les gens vont juger dans tous les cas, que ce soit. Enfin, moi, enfin, le fait de créer du contenu, ça m'a complètement enlevé un poids sur le jugement des autres, quoi. Tout le monde va juger de manière positive ou négative. Bah, en fait, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et écouter ce qui te fait, ce qui est positif. Le négatif, c'est du bon feedback qui te permet de t'améliorer, tu le prends, mais le reste, bah, en fait, on s'en fout complètement, quoi. Mm. J'adore comment tu mets des mots product dans comment t'expliques time to Ouais, market, itérer, la c'est parce déformation. que... Ouais, complètement. Désolée, d'ailleurs, si ça dérange quelques-uns. Non, non, encore une fois, tu es à la maison, il n'y a pas de problème. On va commencer à clôturer doucement mais sûrement. J'aurais une question pour toi, plus sur l'état du product marketing en France. C'est que là, je pense que tu as suffisamment de recul avec tout ce que tu as pu créer en 2 ans et demi, si je dis pas n'importe quoi, et avec ton expérience. Donc très souvent, enfin en tout cas c'est ce qui me concerne en growth marketing, on dit souvent que nous, on est beaucoup moins mature qu'aux US sur plein de choses, ce qui est un peu normal selon moi. Selon toi, en termes de stade de maturité pour le product marketing en France, on est comment, selon toi? Je pense qu'il y a une grosse évolution positive ces 3, 4 dernières années, dans le sens où, tu vois, quand moi j'ai commencé il y a 4 ans, bah, il y avait très peu de ressources, très peu de prise de parole, c'était très peu connu, enfin, on n'en parlait presque pas. C'était un peu davantage l'essor du product management. Euh, je trouve que depuis, bah, en fait, le product marketing a sa place au sein de l'écosystème tech.
alors que c'était pas forcément le cas avant. Donc ça, je pense que c'est hyper positif et ça passe par toutes les prises de parole, création de contenu qui s'est passé toutes ces dernières années et avec toute la communauté, hein. Je parle pas que de moi, bien sûr. Euh, mais pour autant, je pense qu'il y a encore du chemin dans le sens où il y a encore beaucoup de questionnements sur souvent la valeur du product marketing dans les organisations. Parce qu'il y a toujours, et notamment en période un peu de crise ou de resserrement du marché, une volonté de tout rapporter aux revenus, au CA direct. Et donc, un métier comme le product marketing, qui est un peu un métier qui n'est pas si tangible que ça, souvent, et ben, ça peut poser des questions, mais en tout cas, on se dit, ah, bah, c'est pas ma priorité. Et du coup, voilà, il y a encore, comme tu le disais toi aussi, avec les métiers du growth, énormément de besoins encore d'évangélisation du marché et d'expliciter bah, quand est-ce que le product marketing est pertinent selon les stades de maturité, selon les besoins de l'entreprise. Euh, et, euh, et de pouvoir voilà, de vraiment prendre pleinement la valeur de ce métier-là pour qu'il y ait un sens, quoi. Et donc, je pense que là encore aujourd'hui, je pense que c'est différent que les US, c'est différent que dans d'autres pays, même en Europe. Bah, il y a toujours ce travail-là à faire. Donc, je pense je sais pas si un jour on est à une ligne d'arrivée, mais en tout cas, aujourd'hui, je dirais qu'on n'y est pas encore, mais qu'on est sur une voie qui est, enfin, sur une bonne voie. Ouais, complètement d'accord avec toi. Euh, pour la question qui vient, tu peux la fragmenter en deux. Tu vas voir, c'est une question en deux. C'est ton Ok. arsenal d'outils chouchou. C'est quoi tes outils que tu préfères en product et les outils que tu préfères dans la création de contenu? Qu'est-ce qui t'aide au Ok. quotidien? Ouais. Alors, dans mon métier, euh, c'est peut-être un peu les deux, mais tu vois, enfin, du coup, déjà pour le travail, on utilise Slack. Donc, typiquement, ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup. Notion aussi, que j'utilise beaucoup pour ma partie personnelle, pour tout le suivi podcast, vie perso, un peu au global. Euh, J'aime bien aussi un outil qui me change la vie, ça s'appelle TextBraze. C'est comment ça s'appelle un enfin pas un raccourci, une extension, pardon. Une extension qui permet de justement pas écrire toutes les phrases quand tu t'écris toujours, par exemple, product, PMM, par exemple, ou product marketing. Tu mets slash PMM, bah, ça va m'écrire product marketing, par exemple. Ou tu vois, pour le podcast, tous mes mails enfin, de mes mails où je donne tous les contenus, j'explique à l'invité, voilà, tous les trucs, machin. C'est un mail qui est prédéfini, un peu texte à trous. Et j'ai juste à écrire, je fais un slash message et ça me fait tout le mail. Donc ça me fait gagner grave du temps, je kiffe. Après, j'utilise pas mal Canva pour la création de visuels, comme toi Riverside aussi pour le podcast, pour l'enregistrement. Voilà, quoi d'autre? En vrai, je pense que je suis pas quelqu'un qui utilise 1000 outils, qui suis toujours à la recherche le dernier outil à la mode, etc. Euh, donc voilà, c'est ce qui me vient à la tête principalement. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je te dirais. Ah, au final, si ton système il fonctionne bien, t'as pas besoin d'avoir 15 000 outils au final. Ouais, exactement. Et on va passer à la partie démo, parce que Carlotta a deux, trois petites choses à nous dire et à nous partager. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Bah, j'aimerais bien vous partager ma bibliothèque Notion Product Marketing. Donc, c'est dans cette bibliothèque-là que je recense tout, à la fois mes ressources préférées et toutes les ressources qui sont partagées via le podcast. Donc voilà, c'est une page ouverte enfin, avec un peu de site web Notion et où vous pouvez vraiment tout prendre. Je vous mets tout sur un plateau d'argent. Donc voilà, il y a plusieurs rubriques et par exemple celui-ci c'est les templates et les ressources sur le product marketing où vous pouvez trouver plein de ressources différentes selon par catégorie. Donc si vous avez un sujet de positionnement, de go-to-market, je sais pas, un sujet de d'adoption produit, d'IA, etc. Vous pouvez aller voir s'il y a des choses qui peuvent vous aider là-dedans. Il y a quoi d'autre? Il y a voilà, un peu
tous les épisodes de podcast, il commence à y en avoir pas mal aussi, que j'essaye aussi de mettre par thématique, comme ça, selon s'il y a un sujet en particulier, une thématique sur laquelle vous faites face, vous pouvez aussi aller regarder là-dedans, et ça peut vous aider dans le choix. Voilà, d'autres créateurs de contenu aussi qui m'inspirent, que vous pouvez aller suivre en complément. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'essaye que je mets à jour au fil du temps. Vous y avez accès, vous pouvez, voilà, c'est vraiment une bibliothèque ouverte pour vous et qui a pour objectif de vous aider dans votre quotidien. Voilà. Bon, je mettrai le lien en description pour les personnes. Même en gros, c'est toujours bien d'avoir des notions à PMM aussi. Donc, je Ouais. mettrai en description, bien évidemment, pour apporter de la force à Carl. Oui, oui, oui. Et puis, il y a quelques interviews et quelques ressources, même des livres qui peuvent hyper bien correspondre pour des profils growth. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. C'est intéressant de voir en plus ton processus créatif, littéralement, de comment tu utilises Notion aussi, comme tu l'as dit dans ta liste d'outils tout à l'heure. Ouais. Concrètement, aussi, tu peux l'utiliser pour stocker, littéralement, tout ce que tu vois aussi. Ouais, 100%. Trop cool. Merci beaucoup pour cette petite démo. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Carlotta? Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je pense de continuer à kiffer et d'être heureuse à la fois dans mon métier et de réussir à faire grandir Product Marketing Stories. C'est tout ce qu'on souhaite. Je mettrai forcément tous les liens en description pour ceux qui nous écoutent. Un mot de la fin? Écoute, merci Camille, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Du coup, c'est la première fois que je fais une interview où c'est moi l'interviewée et où je parle aussi un peu du revers de qui je suis, de mon métier, de mon média. Donc, hyper contente d'avoir pu le partager avec toi et avec ta communauté. Écoute, plaisir partagé. Je suis honorée qu'en 2 ans et demi, je sois la Ouais. première. C'est clair. Fallait que ça arrive, c'est moi. Exactement. Donc, merci de m'avoir donné l'opportunité. Merci à toi et merci pour toute la valeur que tu as apportée pendant ce podcast. Et pour ceux qui nous écoutent, on se revoit dans 2 semaines. Carlotta, t'es la bienvenue si tu veux revenir. Écoute, la porte est grande ouverte. Avec plaisir. Merci, Camille. À très vite, Carlotta. Salut.